refait la séance. Thibaut François vient de nous rejoindre, cofondateur associé de Fastea Capital, notre fil rouge aussi depuis 16 h à peu près. Rebonsoir Thibaut. Rebonsoir Guillaume. Franck Morel avec nous, le président de Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver au téléphone avec nous alors que le CAC 40, donc Thibaut, ce soir termine en hausse de 0,67%, 7330 points avant la Fed, la Réserve fédérale américaine, statu quo attendu ce soir. Il y a une valeur qui se distingue, il n'y a pas que celle-là d'ailleurs, hein. On peut aussi parler de Société Générale, d'Unibail-Rodamco qui gagne à peu près 3% chacune, et puis Ubisoft. Ubisoft a gagné ce soir un peu plus de 2%, surperformant le reste du marché grâce au bon démarrage de son jeu The Crew Motorfest. Est-ce que c'est le début pour vous peut-être d'une histoire sur Ubisoft qui va éditer, sortir de très nombreux jeux vidéo dans les toutes prochaines semaines désormais? Oui, effectivement, il y a une dizaine de jeux qui vont sortir chez Ubisoft, dont des AAA. Et AAA, c'est les jeux qui ont le plus de potentiel et sur lesquels on a beaucoup investi. Donc on attend forcément des revenus assez importants maintenant sur Ubisoft, sur les sorties de jeux vidéo. C'est une période charnière, hein. Noël, c'est dans 3 mois. Début octobre, on va lancer l'un des jeux phares qui est extrêmement attendu par Ubisoft, qui est Assassin's Creed. Et donc forcément, là, les attentes sont extrêmement importantes pour Ubisoft. On attend plus de 10 millions de ventes sur ce jeu vidéo. Là, la première sortie est plutôt intéressante. Ça veut dire que le marché répond bien. Ça veut dire qu'il y a de l'appétit sur la partie jeux vidéo. Il n'y a plus de problème de déstockage ou de stockage sur la partie box. Donc tout ça, ça va on va dire le momentum s'améliore sur Ubisoft. Donc tout ça va dans le bon sens. Et là, la réaction du titre est plutôt bonne, 2%. C'est presque décevant en fin de séance. Ça marchait plutôt bien jusqu'à 14 h. Et les Américains ont plutôt vendu le titre depuis début d'après-midi. Techniquement, justement, Romain Daubry, c'est vrai que le titre s'est un tout petit peu essoufflé en cours de séance. On gagne quand même plus de 2% ce soir en clôture. Quels signaux envoie Ubisoft pour vous pour la suite? Et il reste positif. Alors effectivement, ce petit reflux de fin de séance laisse un peu dans le doute, mais comme vous l'expliquiez, c'est du mieux à confirmer. C'est un titre qui a pas mal baissé pour toucher un point bas en janvier dernier et qui a bien rebondi depuis, puisque de plus de 60%, 63% par rapport à la clôture de ce soir. On est acheteur dessus, nous, et il forme une structure de retournement haussière en épaule, tête-épaule inversée, qui est donc intéressante avec un niveau d'invalidation qui serait situé sous 25,50. On ne serait plus acheteur du titre, ça fait une bonne dizaine de pourcents. Mais en revanche, un objectif à la hausse qui est très intéressant, avec une première cible à 34,74 et surtout une cible idéale du mouvement située aux alentours de 37,05, ce qui est une recovery importante pour le titre. Mais on rappelle que sur ses plus hauts, il avait coté au-delà de 107 ou 108. Donc on a beaucoup de place pour remonter sur Ubisoft. Et vous êtes aussi à l'achat, j'entendais à l'instant Romain Daubry dire on y croit d'un point de vue technique. Vous y croyez aussi, c'est-à-dire que ce que vous nous dites, les perspectives favorables, quand vous traduisez ça en valorisation, vous vous dites le titre est attractif, Thibaut. Il faut acheter Ubisoft à vos yeux aujourd'hui, ça vaut le coup. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a un objectif un peu plus soutenu, même on est plutôt autour de 45. Donc on a plus de 50% d'objectifs de cours sur Ubisoft. On trouve que les fondamentaux s'améliorent, on trouve que le secteur est beaucoup plus sain aujourd'hui. Les sorties de jeux sont plutôt bien calibrées. On a des forums de joueurs qui sont beaucoup plus chauds sur ces jeux vidéo. On est obligé de suivre ce genre de choses. Les forums, on est obligé de voir un petit peu comment va être la prévente, on va dire, sur la partie jeux vidéo. Aujourd'hui, on sent que les préventes sont beaucoup plus intéressantes sur Ubisoft. Ils ont mis les moyens aussi. Et puis en plus, on a peut-être l'accord avec Activision, Microsoft qui pourrait se faire. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau sur Ubisoft, mais tout ça va dans le bon sens sur le dossier Ubisoft. Les fondamentaux s'améliorent et encore une fois, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'endettement ou du financement sur Ubisoft. Aujourd'hui, ils ont les moyens de se développer et de progresser d'un point de vue commercial. On vous retrouve Franck Morel depuis les bureaux de Zone Bourse, avec en plus peut-être pour Ubisoft des perspectives de rentabilité avec le rachat possible, potentiel des droits des jeux en streaming d'Activision Blizzard. Vous estimez que ça pourrait apporter encore un peu plus de potentiel ou vous êtes plutôt plus sur la réserve, vous, Franck? Alors, il faut savoir qu'Ubisoft est vraiment en phase de convalescence. L'action a perdu les 2/3 de sa valeur, aussi parce que la société a vraiment fortement déçu le marché depuis 3 exercices maintenant, avec des publications trimestrielles quasi systématiquement largement en dessous des attentes, des reports réguliers et fréquents, des sorties de leurs jeux phares. Donc peut-être que effectivement le pire est derrière nous, mais le pire a quand même été vraiment choquant pour le marché. En 2023, le résultat net comptable négatif de Ubisoft représente plus que les 15 dernières années de résultats. Donc on a quand même eu
beaucoup de déceptions. On avait aussi un caractère opéable qui est nettement amoindri depuis que Tencent est entré au capital. Et donc, effectivement, peut-être que le pire est derrière nous, mais là, je crains qu'on ne valorise plus Ubisoft comme on la valorisait dans le passé, et que sur ces niveaux de prix actuels, la société soit relativement convenablement valorisée, puisqu'elle se paye 25 fois les résultats cette année et 19 fois ceux de l'année prochaine si tout va bien. Alors, effectivement, si vu qu'on est sur des business à charge fixe, quand les ventes explosent, la rentabilité avec, donc il faudra vraiment surveiller si effectivement on a beaucoup d'engouement sur les grosses sorties à venir pour essayer d'avoir un coup d'avance sur les analystes et sur le marché et sur donc la rentabilité de la société. Sinon, il n'y a pas grand-chose à perdre ou à gagner à mon sens. Ubisoft, 28,89 € ce soir en clôture. Les cours du pétrole, toujours sous pression, hein, c'est l'autre fait marquant de cette rentrée. On verra ce qu'en dit Jérôme Powell d'ailleurs ce soir dans sa conférence de presse de l'impact des cours du pétrole sur les perspectives d'inflation, de consommation aussi. Le Brent est à quasiment 95 $ par exemple en ce moment. Alors on voit les ETF compagnies aériennes qui reculent. Plus le pétrole monte, plus l'ETF compagnie aérienne lui recule. Ça paraît logique. Plus les prix du carburant progressent, moins les perspectives sont favorables pour les compagnies. Il faut éviter le secteur aérien désormais, d'après vous Thibault? Logiquement, dans toute logique, effectivement, le pétrole monte, les compagnies aériennes voient leur bilan, on va dire, s'amoindrir, les résultats sont sous pression. Alors maintenant, les compagnies aériennes, logiquement, pratiquement toutes les compagnies aériennes aujourd'hui, elles sont couvertes sur le Brent en début d'année. C'est-à-dire que normalement, même sur 2023-2024, elles sont couvertes. Donc elles n'ont pas de surprise par rapport à ça, donc que ça soit positif ou négatif. Après, le taux de couverture, effectivement, à 90 $ et à 70 $, c'est pas le même. Donc ça veut dire que on se couvre par rapport au Brent de façon plus importante quand le Brent est à 95 ou par rapport à un Brent à 70. Donc ça joue sur les couvertures. Maintenant, sur le P&L des compagnies aériennes, normalement, ça va pas jouer sur 2023, ça va pas jouer sur 2024 parce que la plupart sont couvertes. Mais effectivement, d'un point de vue feeling, d'un point de vue sensation, le pétrole monte. Forcément, on a des ETF liés aux compagnies aériennes qui a plutôt tendance à baisser. Mais vous voyez aussi, j'ai un contre-exemple, notamment sur le CAC ESG qui a été mis en place dernièrement. On a Air France qui vient de rentrer dans le CAC ESG. Donc, d'un point de vue feeling, on pourrait penser que Air France ne fasse pas partie de ces critères ESG, et pourtant, on le retrouve dans le CAC ESG depuis quelques jours. Vous voyez, donc vous aviez envie de le dire, ça. Hein. Entre le feeling et la réalité, parfois, effectivement, on a quelques écarts. Effectivement. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que les compagnies aériennes souffrent de la hausse des coûts du carburant. On en a vu certaines abaisser leurs perspectives pour la suite, notamment aux États-Unis. Puis parallèlement, on a des relèvements d'opinion sur les croisiéristes. Pourtant, il faut beaucoup de carburant aussi pour les bateaux. Relèvement d'opinion aujourd'hui sur Carnival et sur Royal Caribbean, qui profitent toutes les deux donc de ces relèvements de recours parce que les réservations, Franck, le taux de réservation pour 2024-2025 pour les croisiéristes américains est exceptionnel. Est-ce qu'il faut les acheter ou est-ce qu'il faut s'en méfier quand même du fait de la hausse des cours du pétrole? Alors, effectivement, le pétrole a un impact important sur ces métiers qui sont très capitalistiques, qui sont en train de revenir actuellement à leur niveau d'activité pré-Covid. Donc, vous voyez qu'il aura fallu quand même quelques années pour encaisser le choc. Choc qui aura été massif en termes de destruction de valeur, puisqu'on a perdu là encore en une année plus qu'on a gagné en 10 ans. Donc aujourd'hui on est 20% au niveau des cours pré-Covid. Je pense que le Covid fait qu'on ne payera plus de la même manière ces sociétés et que donc on est actuellement sur les prix qui sont ceux qui correspondent à l'activité. Maintenant il y a quelque chose à noter, c'est que tout ce qui est lié au tourisme pur et dur est fortement revu à la hausse depuis 4 mois, ce qui est peu fréquent si on regarde l'ensemble de la cote mondiale. Et donc tout ce qui a trait au tourisme et donc hôtellerie, compagnies aériennes, et pour le coup celles qui font des voyages vers l'extérieur et non pas comme les compagnies aériennes américaines qui sont pour 85% tournées sur des vols intérieurs et donc moins liées au tourisme. Et bien sûr tout ce qui est lié au tourisme et donc les croisiéristes aussi, vous avez des fortes révisions à la hausse. D'ailleurs, on avait parlé de Booking.com, qui est le leader mondial de tout ce qui est tourisme, qui en plus est digitalisé, qui est l'une de nos positions et qu'on a conseillé et qu'on tient toujours en portefeuille. Voilà, c'est une thématique où les analystes revoient à la hausse ce qu'ils pensaient qu'il serait dans 4 mois. Donc il y a 4 mois. Donc
Ça se passe mieux que prévu, plus fort que prévu, donc ça fait partie des secteurs solides dans lesquels on peut effectivement miser, mais plutôt que les croisiéristes, j'irais plutôt sur du booking.com. On vous rappelle ce soir la clôture, le CAC a gagné 0,67%. Unibail Rodamco, vous parliez de consommation. Alors on n'est pas dans le tourisme avec Unibail, mais on est dans le commercial quand même. On récupère 3% malgré des taux obligataires qui restent très élevés, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe. Plus de 3% de hausse pour Unibail Rodamco ce soir. On a Stellantis, valeur peu endettée pour le coup, qui progresse aussi. Peut-être surfant sur son statut de valeur de qualité, en tout cas en matière d'endettement. C'est plutôt pas mal du côté de Stellantis. Et donc les hausses de taux sont peut-être moins douloureuses pour lui que pour certains autres groupes cotés en bourse. Stellantis gagne un peu plus de 3% ce soir parmi les grands gagnants. Et puis Société Générale, qui a tant souffert ces 2 dernières séances, récupère aujourd'hui 3% sur le marché. Le secteur du luxe, Jefferies abaisse son conseil quand même sur un certain nombre de valeurs du luxe, notamment françaises. Est-ce que vous auriez envie d'alléger un peu, vous aussi, le secteur du luxe? On voit que l'ARCO de Jefferies n'a pas vraiment d'impact sur le marché. Les valeurs luxe ont plutôt progressé. À part LVMH aujourd'hui qui a reculé contre la tendance générale, mais sinon les autres valeurs du luxe ont progressé. Thibaut. Ouais, même avec une baisse on va dire d'une recommandation, on s'aperçoit que le secteur du luxe est toujours bien orienté, toujours des achats de la part des investisseurs. Maintenant, d'un point de vue momentum notamment sur les résultats en Chine, ça va quand même être de plus en plus difficile d'aller chercher une croissance forte en termes de volume et en termes de prix. La Chine, la zone chinoise est quand même une zone qui est sur laquelle on a un peu moins de visibilité, on va dire, sur les prochains mois. Donc forcément, ça crée une certaine incertitude par rapport à ces entreprises-là, qui aujourd'hui ont des ratios de valorisation qui sont un petit peu plus élevés que la moyenne. Donc un petit peu plus de prudence de la part des investisseurs et notamment des brokers. Donc c'est assez logique quand même de moins plébisciter aujourd'hui le secteur du luxe. Mais déjà, s'il restait stable, notamment pour le CAC 40, ce serait plutôt des bonnes nouvelles. Malgré l'abaissement de Jefferies, c'est vrai que le secteur ne recule pas vraiment ce soir en clôture. C'est un signal technique plutôt positif, encourageant pour la suite, d'après vous, Romain? Il n'y a pas vraiment de signaux encore encourageants et haussiers sur les valeurs du luxe globalement, et notamment sur LVMH si on la regarde en détail. Il s'est vraiment passé quelque chose sur le titre dans le courant de l'été, début juillet notamment. Elle qui surperformait quasiment systématiquement l'indice CAC 40 depuis des années, est passée en sous-performance nette. Elle a formé une structure de retournement baissière en épaule, tête-épaule, et elle a accéléré à la baisse nettement. Elle est allée chercher quasiment sa cible et elle arrive depuis quelques jours dans une zone qui est la zone cible. La zone cible idéale, le niveau cible idéal, c'est 705 sur le titre, mais on a un très gros niveau de support à 725,20, niveau sur lequel elle a réagi un peu et elle a tenté de rebondir. Donc nous, on préférera l'acheter éventuellement sur repli un peu plus bas entre 697,50 qui est un gros niveau de support et 705 quand le mouvement se serait confirmé en totalité. D'accord. Si en revanche le titre repasse au-delà de 770,80, il invaliderait le mouvement baissier en place et actif pour l'instant. Là, on pourrait se réintéresser au titre, mais effectivement, il y a un changement de momentum fort sur le titre et on est plutôt neutre et prudent, même si on ne voit pas tout le luxe, on est un peu moins investi dessus. Romain Daubry, Bourse Direct avec nous. Merci beaucoup Romain. Merci Thibaut François, Fastea Capital, et merci à Franck Morel, le président de Zone Bourse, qui nous accompagne aussi. Le CAC ce soir en hausse de 0,7% avant la fête ce soir. Bonne soirée à tous. Dans un instant, Good Evening Business.